Je vais juste dire que je vais rappeler quelque chose que j'ai l'habitude de dire et d'autres le disaient. Dans cette affaire de crise malienne, de libération du Mali, de l'Afrique, du Burkina et de tout le reste, j'ai toujours dit qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Oui. Lorsque Dieu acte, décrète qu'il faut que les choses changent, personne ne peut empêcher ce changement. Et ce changement est une réponse à la souffrance des Africains. Personne ne peut nier que les Africains ont souffert pendant des décennies. Après la colonisation, ils ont vécu encore pire, même en croyant être indépendants. La deuxième chose, ils n'ont pas bénéficié du potentiel des richesses que Dieu leur a donné. Il a été volé, dilapidé et ils sont restés toujours dans la misère. Et maintenant, on leur invente une guerre, le terrorisme, pour les exterminer et les détruire, les tuer. Là, je crois que Dieu a répondu. Dieu a répondu pour que le changement soit global et qu'il vienne d'en haut. Ce n'est pas seulement en Afrique. La position de l'Occident va changer. Je ne dirais pas qu'ils vont être anéantis, ils vont s'affaiblir. En tout cas, ils n'auront plus d'emprise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, Dieu en a décidé, elle ne sera plus l'Afrique d'avant. Elle sera une Afrique des Africains dans laquelle les rapports seront humains, sereins et gagnant-gagnant. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de partir vite à besoin quand on sait que le président Bazoum n'a tout de même pas démissionné pour le moment? Non, vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État ou un coup d'État en cours, vraiment c'est laisser infantiliser. Il y a déjà un gouvernement de la transition. Il ne reste plus qu'à organiser. Qui n'est pas reconnu par une certaine communauté internationale dans sa grande majorité. De quelle communauté internationale? Vous savez, nous, on sort du langage de la communauté internationale. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord les intérêts des peuples africains. Et une fois qu'ils sont actés, nous les avons assimilés, nous aurons nos alliés dans cette communauté internationale. Cette communauté internationale n'a jamais fait l'unanimité autour de quelque chose parce que chacun défend ses intérêts. Et c'est ça, malheureusement, que nous, Africains, nous n'avons pas compris. On a compris cette danse-là, cette musique-là. Alors maintenant, nous défendons nos intérêts. Il ne nous appartient pas d'écouter ce que veut la communauté internationale. Il nous appartient d'abord de savoir ce que nous voulons, ce que nous pouvons et de l'assumer par nous-mêmes. Mais c'est ce que nous faisons. Sauf que cette communauté internationale détient les clés de nos finances, de l'économie aussi. C'est malheureux parce que là, nous avons été pour ça. Parce que lorsque les chefs d'État qui avaient décidé de créer la CEDEAO, je ne peux pas dire qu'ils étaient tous de mauvaise foi. Mais je sais que certains, en créant la CEDEAO, c'était dans un souci de mutualiser nos efforts, d'être complémentaires pour alléger un peu le poids économique sur nos populations. Mais malheureusement, au fil des ans, sans le savoir pour certains et d'autres le savent parce qu'ils étaient en mission, ces instruments CEDEAO, IMOA qu'on a créés nous-mêmes pour nous aider sont devenus pour nous un problème. On a signé et malheureusement on ne les maîtrise pas. Ils sont devenus des caisses de résonance qui réfléchissent et qui décident au nom des intérêts de la France et des alliés de la France. Malheureusement, c'est ce qui nous a mis en retard. Et maintenant, je crois que ça c'est compris. Partout où vous écoutez les panafricains, qu'ils soient même sénégalais, qui sont aussi les plus durs contre les panafricains, quand vous écoutez les cadres sénégalais, des anciens ministres, vous allez comprendre que les Africains ont compris que la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO, c'est un syndicat des chefs d'État. Et plus grave, le Parlement de la CEDEAO est complètement déconnecté par rapport aux décisions des chefs d'État. Et c'est ce qui est en train de les révolter et de les écœurer en ce moment. Justement, la CEDEAO, après avoir constaté l'échec des premières tentatives de médiation, a décidé d'activer sa force en attente pour en tout cas faire entendre raison au général Tchani et à ses camarades. Mais ça fait 10 ans que les terroristes sont en train de tuer leurs enfants, leurs fils. Cette force d'attente, elle était où? C'est maintenant qu'on l'active quand les Nigériens ont pris leur destin en main, quand les Nigériens ont pris conscience que leur uranium, il ne bénéficie que de 3%, quand les Nigériens ont pris connaissance que leurs convois sont attaqués parce que tout simplement la France donne les renseignements à l'ennemi, quand les Nigériens ont été témoins par eux-mêmes qu'en arrêtant des convois terroristes, ils trouvent là-dedans des Français, au lieu de les amener dans la capitale, c'est Barkhane qui leur dit non, ne les amenez pas. C'est après tout ça maintenant que les Nigériens, l'armée nigérienne, aujourd'hui panafricaine, a pris conscience, prend son destin en main, c'est là que la CEDEAO active une force en attente. Mais c'est honteux. Il n'y aura pas de force en attente puisqu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi il n'y en a jamais eu? Elle aurait pu être là quand on en a besoin. Ce n'est pas maintenant que les Africains se sont assimilés. Je vous assure, si la CEDEAO met une force en attente aujourd'hui, composée de militaires africains, ils vont se transformer en panafricains, ils vont les déposer. Et même ils n'iront pas au Niger. Ils vont commencer par eux-mêmes. Ils n'ont qu'à la mettre en place. Ils vont déposer les autres présidents qui alimentent encore cette caisse de résonance. Ils vont les déposer et on va applaudir et les soutenir. Vous avez entendu certains discours déjà, celui de Patrick Talon, du président Ouattara et même de Macky Sall, qui sont déjà prêts à fournir en tout cas des contingents pour animer cette force en attente. Il faut demander leur parlement, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont d'avis contre ça. Ce n'est pas forcément les parlements qui donnent l'ordre. Mais c'est le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je déconseille à ces chefs d'État de forcer la porte. Ils ne peuvent plus forcer les peuples, ce n'est pas possible. Les gens se sont déjà exprimés en toute responsabilité. En Côte d'Ivoire, des peuples ont parlé. Au Bénin, des légitimités se sont exprimées. Au Togo, le Parlement s'est exprimé sur la question. Au Nigeria, c'est pareil. Il y a des officiers qui se sont exprimés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas trahir. On ne peut pas trahir les sangs.
Les Africains sont... Mais ça aidera dans l'hypothèse où ces chefs d'État passeraient outre de ces expressions qui sont contre une éventuelle intervention déjà. Ils ne vont pas y le passer. Niger peut compter sur quel soutien par exemple? Les soutiens au Niger sont légitimes et ils sont déjà acquis. Lesquels? Le Mali, le Burkina. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est une puissance militaire. C'est indéniable. Le Burkina est en train d'emboîter les pas. Le Tchad n'est pas dans cette guerre. La Guinée n'est pas dans cette guerre. L'Algérie n'est pas là-dedans, pour des raisons historiques et mémorielles. Et d'autres, j'en passe. Aujourd'hui, c'est des parlements qui commencent à parler. Et l'autre question, c'est que vous savez, il ne faut pas comparer le contexte de maintenant et le contexte de Kadhafi. Vous savez, Kadhafi, d'abord, son premier bourreau a été son peuple lui-même. À cause de son silence, il a été complice. Donc la France seule l'a détruit. L'OTAN est parti le détruire. Si seulement à l'époque le peuple libyen s'était levé comme les Nigériens et les Maliens, je vous assure que Kadhafi ne serait pas tombé. Ça, c'est un aspect. Donc, les peuples aujourd'hui sont mobilisés. La France ne peut rien faire parce que les peuples ne sont plus silencieux. Les peuples ont compris, ils sont mobilisés. La deuxième question, c'est la question de subsidiarité. Oui. Maintenant que les peuples sont exprimés, le Niger aujourd'hui, le Niger a pris son destin. Donc, la France et ses caisses de résonance ne peuvent pas outrepasser la volonté du peuple qui est dans la rue, jour et nuit pour soutenir son armée. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en plus de là, s'ajoute la question maintenant de la subsidiarité. Oui. Comme il y a une relation de CEDEAO, les niveaux supérieurs, l'Union africaine, la CEDEAO. Même si la CEDEAO l'a entre guillemets accepté, déjà je vous dis qu'au niveau de l'Union africaine, même si la CEDEAO a accepté entre guillemets, oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'au sein même de cette CEDEAO, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées contre une force. Justement. Et l'Union africaine, on a déjà compris qu'ils ne sont pas dans cette dynamique. La commission de l'Union, le président de la commission de l'Union africaine quand même dit soutenir cette initiative de la CEDEAO. Il ne peut pas peser. Il ne peut pas peser. Aujourd'hui, l'Union africaine ne fonctionne pas comme la CEDEAO. L'Union africaine, il y a des États qui n'ont pas peur de la France, ni de cette CEDEAO-là. Il y a des États qui se sont libérés dans le sang pour avoir leur dignité. Ils ne vont pas faire ce jeu minable, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Donc l'Union africaine, ça ne passera pas. Et même si ça passait à l'Union africaine, il y aura des blocages au Conseil de sécurité. Parce que cette situation est une situation qu'il faut prendre aussi dans un cadre global, dans la réelle politique internationale. Nous ne sommes pas isolés. Nous avons des partenaires même plus puissants que la France, avec lesquels nous n'avons pas des rapports de subordination. Nous avons des rapports de respect mutuel, des rapports sincères. Ils savent ce qu'ils veulent chez nous et nous savons ce que nous voulons chez eux. Donc nous gagnons tous les deux dans ces rapports. Oui. Et même si ce système marchait au Conseil de sécurité, il y aura un problème. La CEDEAO l'a dit, le premier objectif de l'initiative d'intervenir militairement, c'est de libérer le président Bazoum déjà. Comment? Est-ce que vous êtes un peu indifférent aussi pour le sort de Bazoum? Vous savez, quand au nom de l'Alliance pour la refondation du Mali, nous avons fait notre appel à soutenir le peuple nigérien et le CNSP, oui. Nous avons dit très bien dans nos recommandations que nous leur demandons de protéger Bazoum, de sauver le Niger, de le mettre dans le giron des grandes nations, oui. Mais protéger Bazoum et sa famille. Oui. Pour des raisons. Premièrement, nous sommes un peu leurs aînés dans cette crise. Au Mali, personne n'a été humilié. Personne n'a été humilié. Jusqu'à ce que la mort naturelle a emporté ceux qui doivent mourir, les autres sont vivants encore. Sauf que certains ont démissionné à temps. J'en viens. Oui. Justement, c'est là, et ça, ce n'est ni la faute aux Nigériens, ni au CNSP, et ni même à la France, parce que la France défend ses intérêts. Quel est l'intérêt de Bazoum? Et j'espère qu'il va suivre ça. Vous savez, je remercie et je prie Allah pour la mémoire de Ibeka pour une chose. Il paraît qu'il l'a dit. Allah, c'est Dieu qui sait. Il paraît que Ibeka a dit à ses fils, les 5 colonels, oui. Que pour que je reste au pouvoir, aucune goutte de sang ne doit être versée. Wallahi, s'il a dit ça, là, que Dieu l'agrée dans son paradis. Ça, c'est la fibre patriotique. J'aurais aimé que Bazoum, s'il est vrai qu'il est nigérien, au lieu de laisser la France, les criminels, les mercenaires du monde, les prédateurs, s'acharner comme ça, là, au nom de sa petite personne, il aurait dû sortir grand pour faire le même discours que Ibeka, personne m'avait fait. Vous l'invitez à démissionner? Je l'invite à dire tout simplement, oui. Si c'est pour moi qu'on attaque le Niger, que personne n'attaque le Niger, je laisse le pouvoir. Parce que de toute façon, il l'a laissé déjà. Mais pourquoi vous n'appelez pas à sa libération, par exemple? La libération relève de notre domaine, ne nous appartient pas. En tout cas, ce qui est sûr, si le CNSP le libère aujourd'hui, ce ne serait pas moi qui dirais de le mettre en prison, je ne le dirai jamais. On ne se mêle pas de ça. Ça, c'est vraiment trop interne. Il y a une question de ressources, il y a une question de déni, il peut y avoir une question de détournement. Ça, c'est les Nigériens et la justice, je ne rentre pas dans ça. Vous dites on se mêle pas dedans. Pourtant, les autorités maliennes ont décidé, si jamais la CEDEAO intervenait, qu'elles vont aussi intervenir, mais cette fois-ci aux côtés du CNSP. L'agression du Niger nous concerne et nous affectera plus que la libération de Bazoum.
Libérer Bazoum ne nous fera aucun effet. Mais agresser le Niger, c'est nous agresser. C'est deux choses différentes. C'est lui qui agresse le Niger, il nous agresse. Le Niger, vous savez, moi je viens de Gao aussi. C'est lui qui vous dira qu'il peut faire la différence entre Ayoru et Gao, il a menti. C'est les mêmes peuples, les mêmes communautés. C'est lui qui vous dira également qu'il fera la différence entre les communautés à la frontière du Nigeria et les Nigérians, il a menti. Les Toubou qu'on appelle Ikarada, Nigériens et Tchadiens, là, c'est la même famille. C'est pourquoi j'ai dit, cette intervention ne va pas prospérer. Les Africains aujourd'hui sont éveillés, ils ont compris. Ils ont compris. Et je crois que s'il y a une personne qui a intérêt à changer de fusil d'épaule, c'est la France elle-même. Sinon, elle va quitter la carte des grands. Hein. Et elle était grande parce que l'Afrique était avec elle. Elle était grande parce que l'Afrique l'a défendue et l'a soutenue dans les moments difficiles contre les nazis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France doit savoir qu'elle a tellement posé des mauvais actes criminels, dangereux et mauvais qu'elle ne peut plus compter sur un Africain. Voilà ce que je vais dire. Dans les sièges de cette décision du Mali d'intervenir aux côtés du Niger, la France vient de décider de cesser la délivrance du visa français aux ressortissants maliens. Mais elle se fera plus de mal. Parce que vous savez combien, je ne sais pas combien coûte un visa. Elle se fait plus de mal. Parce que vous savez, les visas d'abord, pour qu'ils donnent ça ici, les Maliens payent beaucoup d'argent pour avoir les visas. Sans compter les réseaux de corruption qu'ils ont organisés autour des visas. Donc c'est eux qui gagnent là-dedans. La deuxième chose, la main-d'œuvre, ils n'auront pas de main-d'œuvre. Les Français, ce n'est pas eux qui font la main-d'œuvre là. C'est les Maliens qui font ça. La troisième chose, il y a beaucoup de Maliens également qui contribuent à la richesse de la France là-bas. Donc ils font du tort à qui? C'est pourquoi je félicite notre gouvernement qui a agi toujours dans le cadre de la réciprocité pour refuser aussi les visas. Et j'en profite, si cela est vrai, de féliciter également les autorités nigériennes qui, quand elles ont appris que c'est la France qui dit qu'elle soutient leur ambassadeur à Niger là-bas, ils l'ont remplacé. Et à ma connaissance, il a quitté le bureau. Et je crois qu'il n'a pas eu le soutien de la France qui a promis le soutien de le reconnaître. Vous savez, il y a des choses qui sont très, très ignobles, qui à la limite indécentes, vraiment dégoûtantes. Quoi. De quel droit la France va dire qu'elle soutient un ambassadeur de l'État de le reconnaître? De quel droit? Est-ce qu'on n'a pas besoin de dire à Macron ou à ses Français de retourner à l'école des sciences politiques et de la diplomatie? Parce qu'en relation internationale, c'est trop bas. C'est trop bas. Il n'appartient pas à un État souverain de dire à l'ambassadeur d'un État souverain chez lui, viens mon soutien, je te considère. Ça, c'est des démarches qui sont faites au préalable pour accepter quelqu'un. Aujourd'hui, elles sont retirées à la personne. Sauf qu'elle est quand même issue d'un gouvernement qui est aujourd'hui en difficulté, dont le départ n'est pas encore définitivement acté. Vous savez, le schéma, je reviens toujours, le schéma de la Libye ne peut pas prospérer ici. Le schéma de la Libye, vous avez un gouvernement avec deux têtes là, il y a un gouvernement qui est géré par la France et d'autres. Ça ne marchera pas ici. Et j'ai prié que les Libyens en prennent conscience. Le gouvernement Bazoum a participé au dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, par exemple. Est-ce que la France n'est pas en train de suivre un peu cette logique? Mais c'est dommage quand elle se comporte de cette façon, parce que c'est ridicule. C'est ridicule et c'est une humiliation pour la CEDEAO. C'est une humiliation pour la CEDEAO qui est d'accepter Assoumi à un sommet au nom du Niger qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas et qui est totalement entre les mains des Nigériens et leur armée. C'est ridicule. Vous savez, c'est la CEDEAO elle-même qui donne les éléments et les arguments de son autodestruction. Il faut que la CEDEAO se libère de Macron. Sinon, il y aura des coups d'État encore. Hein. Monsieur Adresse, est-ce que vous n'êtes pas un peu dur dans votre analyse, par exemple, quant à la prise de position des États-Unis ou même de la France, par exemple? On a vu cette tribune publiée par Bazoum dans le Watch Time où il appelle pratiquement à l'aide de ces grandes puissances aussi. Mais c'est normal, c'est légitime s'il le fait, c'est normal. Mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas correctement correct. Ce n'est pas le premier coup d'État qui a eu lieu au Niger. Il y en a eu des coups d'État où Bazoum lui-même a applaudi et félicité et accepté. Et aujourd'hui, les Nigériens ont toutes les raisons de faire un coup d'État. Ils sont en train de perdre le Niger. Sur le plan sécuritaire, économiquement et développement, ils l'ont perdu depuis très longtemps. Quand les médias français sortent dire que le Niger est en pleine évolution, en pleine croissance, de quelle évolution, de quelle croissance ils vont parler? Le Niger est en train de s'enfoncer tous les jours dans la misère et dans les trous. Maintenant, ils sont en train d'instrumentaliser, de créer des problèmes ethniques. Il faut qu'ils comprennent que les Touaregs qui sont au Niger sont les mêmes qui sont au Mali. Il n'y aura pas de rébellion contre le Niger. Pas plus qu'il n'y aura pas de rébellion contre le Mali. Il faut qu'ils comprennent que ces complots-là, cette façon de semer les désordres dans cet espace qu'ils avaient voulu créer au CRS là, c'est fini aujourd'hui. Nous, on a tous compris que le mal de l'Afrique, c'est la France et ses alliés. Et je profite pour dire aux États-Unis de sortir de ça, de chercher leurs rapports, leurs relations et leur coopération avec les Africains, indépendamment de la France. Ils sont les bienvenus et à la France aussi de réfléchir, échanger des fusils d'épaule si elle veut être considérée par les Africains peut-être dans 10 ans. Parce que même si elle change, ce n'est pas demain qu'elle va avoir la confiance, ni après-demain. Mais si elle décide de changer aujourd'hui, la façon de regarder l'Afrique, peut-être dans 10 ans, on pourra faire de bonnes choses ensemble. M. Aïdara, nous sommes malheureusement au terme de cet entretien. Merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie et je salue tous les spectateurs et que Dieu facilite tout pour nos pays, pour tous nos États et que Dieu apporte la paix aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés et à l'Afrique et que Dieu préserve nos nations.